Je n'ai jamais rêvé de mariage de conte de fées, ni écrit mon nom avec des noms de famille imaginaires dans mes cahiers de lycée. Pendant que d'autres filles s'entraînaient à signer leur nom avec des cœurs sur le « i », je résolvais des équations quadratiques et je gérais le budget des revenus de mon petit boulot. À 33 ans, j'étais analyste principal dans l'une des plus grandes sociétés financières de Chicago. J'avais mon propre appartement, un plan 401K que je comprenais vraiment, et le silence. Un silence structuré et béni. Ma sœur cadette, Hélène, détestait ça. « Tu n'as même pas de brosse à dents qui ne soit pas électrique », m'a-t-elle dit un jour. « Tu as tellement externalisé le chaos de ta vie que c'est ennuyeux. » Peut-être avait-elle raison. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me surprenne avec une mise en relation. « Il s'appelle Guillaume », m'a-t-elle dit un jour au déjeuner. Il travaillait avec moi. Il est gentil. Il sait cuisiner. Et écoute ça, il ne trouve pas l'ambition intimidante. J'ai failli m'étouffer avec mon eau minérale. Mais Guillaume n'était pas une mise en relation qui avait mal tourné. Il était calme, sans prétention et profondément attentionné d'une manière qui ne donnait pas l'impression d'être calculé. Il avait récemment quitté son emploi en marketing pour passer plus de temps à faire ce qu'il aimait, cuisiner, aider à la maison, faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale. C'était l'exact opposé de mon monde, et c'était exactement ce que je ne savais pas dont j'avais besoin. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Notre mariage n'était pas traditionnel, mais il fonctionnait. Guillaume s'occupait de notre foyer. Il aimait ça, en fait. Et moi, je travaillais. J'apportais le salaire. Il apportait la chaleur. Nous avons prospéré dans nos rôles, même si le monde extérieur ne le comprenait pas, surtout pas sa mère. Amélie ne m'a jamais aimé. Elle ne le cachait pas non plus. Son dédain n'était pas du genre silencieux et passif. Il était ciblé et public. Tu travailles trop. Quel genre de femme ne cuisine pas pour son mari? Ce chemisier est trop formel. Tu ne possèdes rien de plus doux? Mon Guillaume aimait mon pain de viande. L'a-t-il même mangé depuis qu'il t'a épousée? Guillaume essayait toujours de la désamorcer. Elle a juste besoin de temps, disait-il, elle a peur d'être seule. Mais le temps n'a fait qu'aiguiser ses critiques. Elle me considérait comme le voleur qui avait enlevé son petit garçon obéissant. Peu importait que nous soyons heureux. Ce qui importait, c'est que je ne rentrais pas dans son moule. Puis vint l'invitation au mariage. Le frère cadet de Guillaume, Jérémy, se mariait. Un événement de week-end dans un lodge de montagne. Charme rustique, bougies et bocaux en verre. Tout le fantasme Pinterest. Guillaume et moi avons confirmé notre présence. Oui, j'ai même acheté une nouvelle robe. Hélène a été stupéfaite. Tu prends un week-end, a-t-elle haleté. Notez-le dans les livres d'histoire. Mais 3 jours avant le mariage, je me suis réveillée à 4 heures du matin, pliée en 2 de douleur. Guillaume m'a trouvée sur le sol de la salle de bain, me tenant l'estomac et trempée de sueur froide. Hôpital, maintenant, a-t-il dit. Les urgences ont été un flou de machines qui bipent et de rideaux bleu pâle. Une tomodensitométrie a confirmé le diagnostic, ulcère gastrique hémorragique. Probablement lié au stress, aggravé par la caféine et les repas sautés. J'ai été admise immédiatement. 5 jours minimum, a dit le médecin. Repos strict, pas de station debout, pas de voyage. Je vais le dire à tout le monde, a dit Guillaume en me serrant la main. Ils comprendront. Concentre-toi sur ta guérison. Surtout ta mère, ai-je murmuré. S'il te plaît, ne lui fais pas croire que je me défile. Je m'occupe d'elle, a-t-il dit. Au 2e jour, j'étais sous perfusion, mais la douleur était gérable. L'ennui, cependant, ne l'était pas. J'ai demandé à Guillaume d'apporter mon ordinateur portable. Je promets de ne pas en faire trop, juste des emails, peut-être 1 ou 2 feuilles de calcul. Quelque chose pour empêcher mon cerveau de devenir de la bouillie. J'étais à mi-chemin de la relecture d'un rapport quand la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte en claquant. J'ai levé les yeux, surprise. C'était Amélie. Elle est entrée comme si elle possédait l'endroit, vêtue d'un manteau taillé et tenant son sac comme un sceptre. Ses yeux ont balayé la pièce avant de se poser sur moi et de se rétrécir.
Tu as l'air bien, a-t-elle dit d'un ton plat. Tu es debout et tu tapes. Quelle est l'urgence? Amélie, ai-je dit, en veillant à garder un ton neutre. Que faites-vous ici? Je suis venue te rappeler que le mariage commence à 14 heures. Nous attendons de te voir à midi demain. J'ai cligné des yeux. Je n'ai pas le droit de sortir. Guillaume t'a dit que j'étais admise, n'est-ce pas? Il a dit des bêtises sur un ulcère. Tu es clairement fonctionnel, alors arrête de faire semblant. Je ne fais pas semblant. Je suis sous perfusion. Je ne peux même pas marcher sans aide. Elle a croisé les bras. Tu es sur un ordinateur portable. Si tu peux taper, tu peux t'asseoir dans une voiture. J'ai fermé l'écran. C'est un hôpital, Amélie. S'il vous plaît, baissez la voix. Oh, ne me fais pas le coup de la discussion sur l'environnement respectueux, a-t-elle rétorqué. Tu embarrasses cette famille. Manquer le mariage de ton beau-frère. Qui fait ça? J'ai expiré lentement. Quelqu'un qui est sous ordonnance médicale pour ne pas quitter son lit. Non, a-t-elle dit, sa voix montant. Quelqu'un qui ne se soucie pas. Quelqu'un qui utilise son travail et sa santé comme excuse. Ces mots ont transpercé l'air antiseptique. La femme dans le lit voisin s'est agitée derrière le rideau. Amélie s'est penchée. Si tu ne viens pas demain, Maya, a-t-elle dit avec un sifflement, ne t'attends pas à revenir dans cette famille. En fait, divorce de Guillaume. Si tu ne peux pas respecter la famille, tu ne le mérites pas, ma poitrine s'est serrée, pas à cause de la douleur cette fois, mais de la rage. Tu es sérieuse là? Mortellement, ai-je répondu. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière, sans jamais rompre le contact visuel. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle exigé. Je te fais expulser, ai-je dit calmement. Tu déranges les autres patients. Quelques secondes plus tard, une infirmière est apparue. Madame, a dit l'infirmière d'un ton sévère. Vous devrez partir immédiatement, sinon j'appelle la sécurité. Amélie a ricané. Incroyable. Mais elle a reculé. D'un dernier regard furieux, elle s'est retournée et est sortie en trombe. La porte s'est fermée derrière elle avec un clic, comme le sceptre d'un juge. Je me suis recroquevillée sur l'oreiller, le cœur battant la chamade. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas cherché mon téléphone. J'aurais pu envoyer un SMS à Guillaume, lui dire tout. Laisser le mariage imploser sous le chaos de sa mère. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'avais peur de ce qu'il dirait, mais parce que je croyais toujours qu'il méritait la paix. Un week-end avec sa famille. Un jour sans drame, même si cela signifiait que je devais m'en mordre la langue dans un lit d'hôpital pendant que ma belle-mère menait une guerre contre mon mariage. J'ai rouvert mon ordinateur portable, l'écran s'allumant dans la pièce tamisée. Mais je ne pouvais pas me concentrer. Les paroles d'Amélie résonnaient plus fort que n'importe quelle alarme ou moniteur cardiaque, et je savais que ce n'était pas fini. Pas du tout. Rentrer chez moi après l'hôpital aurait dû me procurer un soulagement. Au lieu de cela, dès que j'ai franchi la porte, ma poitrine s'est serrée. L'air à l'intérieur de notre maison n'était pas chaud. Il était froid, rigide, plein d'attente, comme si quelque chose s'était déjà passé et que j'étais en retard. Et puis je l'ai vue, Amélie, assise à la table de la cuisine comme une invitée qui avait largement dépassé sa bienvenue. Sa posture était parfaite, les mains soigneusement jointes devant elle, une tasse de café intacte fumant silencieusement à côté d'elle. Son sac à main de designer reposait à ses pieds comme une menace enroulée. J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte. Mes jambes étaient toujours faibles, mon estomac douloureux. Guillaume s'est précipité et a doucement pris mon sac. « Tu es rentré ?» a-t-il dit, souriant chaleureusement, mais ses yeux ont jeté un regard nerveux vers sa mère. Il m'a aidé à enlever mon manteau et m'a guidé vers le canapé, rabattant une couverture sur mes genoux comme pour me protéger du froid qu'Amélie avait apporté dans la pièce. J'ai fait de la soupe, a-t-il dit. Gingembre et citron. Elle est encore chaude. Avant que je puisse répondre, Amélie s'est raclé la gorge brusquement. Le son m'a fait sursauter. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je savais déjà que ça ne parlerait pas de soupe. Elle a fouillé dans son sac à main et en a lentement,
délibérément, sortit une épaisse enveloppe en carton. Elle l'a fait glisser sur la table basse vers moi, le bord s'arrêtant à quelques centimètres de mes mains. Guillaume a froncé les sourcils. Maman, qu'est-ce que c'est? Amélie a joint les mains. La prochaine étape. J'ai regardé. Mon nom tapé en majuscules gras. Mon estomac déjà endolori a hoché la tête. Papier de divorce, a-t-elle dit simplement. Le silence s'est fait épais, laid. Guillaume a fait un pas en avant. Es-tu sérieuse? Elle a fait une promesse, a dit Amélie, inclinant le menton vers moi. Si elle ne se présentait pas au mariage de Jérémy, elle quitterait la famille. Alors, j'ai apporté les papiers pour l'aider à tenir parole. Le visage de Guillaume s'est déformé. Tu as fait quoi? Elle est venue à l'hôpital, ai-je dit doucement. 2 jours avant le mariage, elle a fait irruption dans ma chambre, m'a dit de m'habiller et de me présenter, sinon je devais sortir de ta vie. Il m'a regardé, horrifié. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que tu mérites de profiter du mariage, ai-je dit. Pas d'être coincé au milieu de ces drames. Amélie a ricané. Drame? J'essayais de sauver ta réputation. Une femme qui ne se présente pas au mariage de son beau-frère, qui s'assoit dans un lit d'hôpital avec un ordinateur portable et se dit trop malade. J'étais hospitalisée avec un ulcère hémorragique, ai-je rétorqué. J'avais une ordonnance médicale pour rester au lit. Tu étais debout, a-t-elle répliqué, à taper comme si c'était un jour de congé. Si tu peux travailler, tu peux y assister. C'est ce qu'on appelle des priorités. La voix de Guillaume était basse, mais ferme. Tu as franchi une ligne, maman. Je t'ai protégée, a-t-elle sifflé. Elle t'a fait son serviteur. Tu plies son linge, tu cuisines ses repas. Qu'est-ce que tu reçois en retour? Des regards fatigués et des formulaires fiscaux. Assez, a-t-il prévenu. Mais Amélie s'est penchée en avant, la voix tranchante. Ce n'est pas une épouse. C'est une profiteuse. Tu as oublié qui tu étais avant elle. Non, ai-je dit, me levant malgré la douleur. Il a trouvé qui il était. J'ai ramassé l'enveloppe, feuilletant son contenu avec des doigts tremblants. Tout était là. Chaque formulaire, chaque ligne, chaque espace de signature, préparé comme si elle s'attendait à finaliser cela comme une transaction immobilière. Je me suis tournée vers Guillaume. Tu veux que je prouve quelque chose? J'ai attrapé le stylo sur la table et j'ai signé. Ma signature a courbé en bas de la page comme une limite tracée à l'encre indélébile. J'ai fait glisser les papiers vers l'avant. Voilà, j'ai signé. Maintenant, c'est à ton tour. Pas sur le papier. Avec des mots, a dit Guillaume. Quoi? Tu n'as pas à signer, mais tu dois parler. Ici, maintenant. Pas la semaine prochaine. Pas après y avoir réfléchi. Amélie a croisé les bras, narquoise. Il n'a pas besoin de réfléchir. C'est mon fils. Guillaume a ouvert la bouche, mais elle a parlé plus vite. Je l'ai élevé. J'étais là pour chaque écorchure, chaque fièvre tardive. J'ai construit cet homme. Tu t'es juste installé et tu as pris le crédit. Tu penses que gagner plus d'argent te donne le droit d'établir les règles? Je suis restée silencieuse. Guillaume aussi. Amélie a continué, tu es une sangsue. Tu ne cuisines pas. Tu ne nettoies pas. Tu travailles 80 heures par semaine et tu t'attends à ce qu'il fasse le reste. Mon fils mérite une épouse, pas une colocataire avec une feuille de calcul. Je pouvais sentir Guillaume se tendre. Je me suis tournée vers lui. Je ne t'ai jamais demandé de choisir jusqu'à maintenant. Mais tu ne peux pas continuer à essayer de faire la paix entre 2 personnes qui te déchirent. Il a fermé les yeux, respirant peu profondément. Amélie s'est rapprochée. Mon chéri, ne fais pas ça. Tu sais que je ne veux que le meilleur pour toi. Guillaume a ouvert les yeux. Et si elle était le meilleur? Amélie a eu un sursaut. Tu ne réfléchis pas clairement. Je le fais, a-t-il dit, pour la première fois. Elle avait l'air secouée. Sa voix tremblait maintenant. Elle s'est retournée contre ta propre mère. Guillaume m'a regardé, puis elle, et a dit fermement, non, tu l'as fait toi-même.
Le visage d'Amélie s'est tordu de rage. Elle s'est tournée vers moi et a lancé, tu lui as lavé le cerveau. Il te nourrit, te nettoie, te sert comme un majordome, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te restes là et tu le laisses tout porter comme une reine imbue de ses droits. Tu es un parasite. J'ai senti mon pouls se calmer. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu sans ciller, non, Amélie. Il ne me nourrit pas. Je vous nourris tous les deux. Le silence après mes mots était épais et retentissant. La bouche d'Amélie s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle était désemparée. Ses yeux passaient de moi à Guillaume, cherchant une réfutation, un démenti, une correction. Mais il n'a rien dit, car il savait que c'était vrai. Je n'avais pas besoin d'élaborer, mais je l'ai fait quand même. Calmement, clairement, pour qu'elle ne puisse jamais prétendre ne pas comprendre. Guillaume a quitté son emploi avant que nous nous marions. C'était son choix. Il détestait la routine d'entreprise, la pression, le stress. Alors, j'ai dit, laisse-moi m'occuper des finances, et toi, construis la vie autour de nous. C'était notre accord. Elle clignait des yeux rapidement maintenant, comme si elle essayait de se réveiller de quelque chose. J'ai continué, et pendant les 3 dernières années, j'ai payé le loyer. Les services publics, les courses, les cadeaux dont tu te vantais auprès de tes amis, les chèques que tu pensais venir de lui. C'était moi, Amélie. Je t'ai budgétisé comme une dépense ménagère supplémentaire. La peau d'Amélie est devenue pâle. Mais il envoyait de l'argent tous les mois, a-t-elle dit, la voix tremblante, pour l'essence et mes frais de syndic. Oui, parce que je lui ai donné une ligne dans notre budget appelée maman. Guillaume a grincé légèrement, mais n'a pas protesté. J'ai payé ta facture de chauffage l'hiver dernier. J'ai couvert ton découvert 2 fois cette année et la restauration du dîner de répétition de Jérémy. Ce paiement a été effectué sur ma carte parce que ton fils m'a demandé d'aider et je l'ai fait discrètement. Amélie a regardé ses mains. Le silence qui a suivi était différent cette fois. Plus tendu, juste vaincu. Tu m'as fait passer pour un fardeau, ai-je dit. Un parasite, mais tu as mangé à ma table tout ce temps. Guillaume a finalement parlé. Sa voix était douce. J'allais te le dire. Je voulais juste ne pas t'embarrasser. Amélie ne nous regardait toujours pas. Ses épaules toujours carrées comme une armure s'affaissaient maintenant. Je ne savais pas, a-t-elle dit doucement. Je ne réalisais pas que c'était le but. Je n'ai jamais demandé ta gratitude, ai-je dit. Juste ta gentillesse. Elle fixait le sol. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai incliné la tête. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? M'aurais-tu traité comme un membre de la famille si tu avais su que je payais tes factures? Son silence était une réponse suffisante. Guillaume s'est approché d'elle lentement. Maman, nous avons essayé. Mais ça ne peut pas continuer. Tu as fait en sorte que Maya se sente comme une invitée dans sa propre vie, et je l'ai laissé faire. Ça s'arrête aujourd'hui. Elle l'a regardé, les yeux brillants. Tu vas vraiment me couper les ponts? Je vais fixer des limites. Ce que tu en fais, c'est à toi de voir. Il y a eu une longue pause, puis, comme si un interrupteur s'était actionné, la voix d'Amélie a changé, suppliante, fragile. Je suis désolée, a-t-elle dit, la voix brisée. Je ne réalisais pas que je vous blessais tous les deux. Je pensais que je te protégeais. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Je l'ai étudiée. La lèvre tremblante, la posture affaissée. Cela aurait pu sembler sincère si je n'avais pas entendu le même ton auparavant. Juste après chaque limite qu'elle avait franchie, chaque fois qu'elle se faisait prendre. Mais le problème n'était pas de savoir si elle le pensait. Le problème, c'est que je m'en fichais maintenant. J'apprécie tes excuses, ai-je dit, mais je ne te fais pas confiance. Maya, s'il te plaît. Je ne te demande rien, Amélie. Tu l'as fait. Tu as demandé un divorce, des ultimatums, et maintenant tu les as. Guillaume a hoché lentement la tête. Nous déménageons. Elle a secoué la tête vers lui. Quoi? Nous en parlions déjà, a-t-il dit. Maya a besoin de distance pour guérir. J'en ai aussi besoin.
Nous avons trouvé un nouvel endroit. Le bail commence le mois prochain. Et je ne te donnerai pas notre nouvelle adresse, ai-je ajouté. Son visage s'est effondré. Tu ne peux pas vouloir dire ça. Si, ai-je dit. Elle s'est levée soudainement comme si elle allait essayer de saisir les papiers ou de jeter quelque chose ou simplement disparaître. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste regardé autour de la pièce, assimilant la réalité. Ce n'était pas sa maison. Ce n'était pas la vie de son fils. C'était la mienne. La nôtre. Et elle n'avait plus aucun pouvoir ici. Quand tu seras prête à nous traiter tous les deux avec respect, a dit Guillaume, tu peux appeler. Jusque-là, c'est au revoir. Elle n'a rien dit, n'a pas pleuré, n'a pas crié, a juste hoché la tête à peine et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est fermée doucement derrière elle. C'était la dernière fois qu'elle se tenait dans notre maison. Nous avons déménagé 3 semaines plus tard, dans une confortable maison de ville, 2 quartiers plus loin d'Amélie, plus près de mon bureau. Guillaume a trouvé un poste à temps partiel pour gérer un jardin communautaire local. Il adorait ça. J'ai lâché quelques comptes clients et j'ai commencé à quitter le travail à 18h au lieu de 21h. Nous avons appris à ralentir ensemble. Hélène est venue avec du vin et des snacks la première nuit et a dit, alors, ça a finalement explosé, hein? Je n'appellerais pas ça une explosion, ai-je répondu. Plutôt une coupe chirurgicale. Pas de drame, pas de vengeance, juste une libération. Quant à Amélie, la rumeur a circulé que ses autres fils s'étaient également éloignés. Il s'est avéré que la nouvelle femme de Jérémie n'avait pas apprécié d'être honteuse pour ne pas avoir invité Amélie en lune de miel. Et quand elle a découvert qu'Amélie avait essayé de torpiller notre mariage le même week-end, elle a cessé de répondre complètement. Aux dernières nouvelles, Amélie vivait toujours dans ce trop grand appartement toute seule, envoyant des SMS soigneusement formulés pendant les fêtes. Guillaume répondait poliment, mais rien de plus. Elle avait passé tellement de temps à essayer de contrôler ses enfants qu'elle avait oublié comment simplement les aimer. Et l'amour, contrairement à la culpabilité, n'est pas une garantie.